France Inter. It's Morning Edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est le jour d'après le revirement de Donald Trump. J'ai donc fait une pause de 90 jours pour ceux qui n'ont pas pris de mesures de rétorsion, dit-il. Je leur ai dit, si vous prenez des mesures de rétorsion, nous les doublerons. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine parce qu'elle en a pris. Bonsoir Renaud Lassus. Bonsoir. Vous êtes l'ancien chef du service économique de l'ambassade de France. Vous êtes contributeur régulier pour la revue Grand Continent. On a bien compris que le dollar se débattait toujours au moment où on se parle. On sait aussi que la Chine désormais est à 145%, preuve que tout n'est pas rentré dans l'ordre. Mais quelle est votre interprétation à vous du revirement de Donald Trump ? Parce que vous diriez que c'est le premier échec de Donald Trump, ou est-ce que c'est un repli tactique et on n'a encore rien vu ? Alors, je crois que la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre. Il y a de la fumée partout dans la pièce. Il y a des droits de douane qui ont été suspendus, d'autres qui ont été bien augmentés. C'est sur la Chine, ce que vous disiez. Il y en a d'autres qui demeurent. Donc, je pense que la première chose, c'est d'essayer de juste faire l'évaluation, l'état des lieux. Et il n'a reculé que partiellement. Donald Trump, c'est un peu l'histoire du homard et du pot. Et le homard, c'est nous. Simplement, au lieu de mettre le homard dans le pot et d'augmenter la température, il met la température à 300 degrés, il balance les homards, les exportateurs, et puis regarde. Il a baissé la température de 300 à 150. C'est ça qu'il a fait. Il a suspendu les droits sur une partie de son champ, les fameux droits réciproques. C'est-à-dire, il avait pris une soixantaine de pays, il leur avait dit, vous êtes méchants, je vous mets 30%, puis je vous fais un deal. On arrive à 20, ça c'était les 20% pour l'Europe, c'était 34% pour la Chine. C'est cette partie-là qu'il a suspendu. Mais les autres droits, les droits sur l'automobile par exemple, 25%, ce qui est une mesure inouïe, qui déstabilise tout ça demeure. Les 25% sur l'acier et l'aluminium, ça demeure. Il y a toujours 10% pour tout le monde. Il avait parlé de ça dans sa campagne, 10% pour tout le monde. Et à l'époque, on disait, ça serait une révolution s'il mettait 10% pour tout le monde. Maintenant, ça apparaît presque comme une nouvelle normalité, sans parler des droits sur la Chine. Donc, il n'a reculé que partiellement. Mais on a bien vu que les marchés financiers avaient beaucoup tangué et que, au final, c'est peut-être eux qui ont gagné. Est-ce que ça veut dire que même s'il faut continuer à négocier, ce qui se passera peut-être, les pays, et nous aussi les Européens, désormais avons la main? Est-ce qu'on peut pas penser que ça peut se passer dans ce sens-là? Non, je pense que ça serait une conclusion trop rapide. D'abord, il faut penser à la psychologie de Donald Trump. Lui, il veut organiser une histoire, un show, et donc les tarifs, c'est parfait pour lui. Il en met, il en retire, etc. Il est toujours au centre de ce show. Ensuite, il faut écouter ce que disent ses partisans et la façon dont les autres pays ont réagi. Pendant la semaine entre l'annonce des droits dits réciproques et leur suspension, beaucoup de pays internationaux ont dit qu'ils allaient annuler un certain nombre de leurs droits de douane sur les produits américains de façon unilatérale. L'Indonésie, le Mexique, le Vietnam, l'Inde, qui dans le petit monde des négociateurs commerciaux sont pas les partenaires commerciaux les plus faciles. Et donc Donald Trump a dit, ses partenaires disent, hier Jamieson Greer, qui était son représentant au commerce, était interrogé par le Congrès, regardez, juste par la pression, j'ai déjà obtenu plus que ce que des dizaines d'années de négociations internationales m'ont permis d'avoir. Et puis, il y a aussi un message très fort, vous en avez parlé, ceux qui osent faire des représailles sont en quelque sorte massacrés par des droits de douane qui montent jusqu'au ciel. Mais est-ce que vous c'est l'histoire chinoise. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que... on a vraiment l'impression que la débâcle sur le marché, donc les marchés financiers, ont remporté cette partie-là et qu'ils ont désormais les moyens de le serrer d'un peu plus près, ce président américain, et de l'empêcher de redéclencher une panique? Est-ce que c'est de l'ordre de l'impossible? Non, c'est vrai, mais il ne faut pas voir que ça. C'est-à-dire que ce qui est en train de se développer sous nos yeux, c'est la matérialisation de certains contre-pouvoirs à l'égard de l'action du président. Donc les marchés actions, beaucoup d'Américains, pas tous, ont des portefeuilles actions et ont été très vivement surpris, défavorablement surpris par ce qui s'est passé, c'est ce que vous disiez. Les marchés aussi, le taux des marchés sur les obligations d'État américaines qui ont secoué tout le monde. Mais il faut aller un peu plus loin. Quel va être le rôle du Congrès ? Quel va être le rôle du juge ? Cette histoire sur le commerce international s'incarne dans la mobilisation graduelle, progressive, de tous les différents contre-pouvoirs. Je parle du Congrès parce que le président américain n'a des compétences que parce qu'il a reçu une délégation d'action par le Congrès en matière de droits de douane. Il y a déjà des gens qui se disent qu'il faudrait retirer ces délégations à Donald Trump. Et alors, évidemment, ça paraît comme très très lointain, mais dans 2 ans, si les démocrates gagnent les élections dans les 2 chambres, ils reviendront sur ces délégations. Et le rapport au juge, sans rentrer dans le détail, la base légale, juridique qui a été utilisée par Donald Trump
pour justifier ces tarifs. Et pour le moins fragile, c'est la sécurité nationale. Je vous donnerai juste quelques exemples. Dire que Madagascar, Saint-Pierre-et-Miquelon ou le Botswana menacent la sécurité nationale, c'est pas une base très sérieuse. Et surtout, quand on prend l'essentiel du commerce américain, ils ont certes un grand déficit sur les biens, mais un excédent sur les services. Donc, la base juridique va être attaquée. C'est pas simplement les marchés. Je pense que le Congrès, un certain nombre de procédures judiciaires activées par des milieux d'affaires vont se mobiliser. C'est une histoire qu'on voit partout, sur la politique de l'immigration, dans d'autres domaines, où les check and balances, après seulement 2 mois et demi, commencent à se constituer, se mobiliser. Exactement, donc c'est au moins la partie positive que je vois dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'il a réveillé une forme de contre-pouvoir. Après, vous avez parlé des marchés d'action, un peu évoqué les marchés obligataires, mais est-ce que c'est pas par là qu'il faut regarder particulièrement les marchés obligataires? C'est la dette, pour dire les choses, et c'est même un mot de Donald Trump qui dit « j'ai surveillé le marché obligataire », et visiblement, c'est ça qui lui a fait peur. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer, là aussi, que au fond, ils sont également une forme de contre-pouvoir? Si les Américains perdent la confiance dans leur capacité à rembourser la dette, ça va être quand même une autre histoire, non? Oui, mais là, c'est là qu'il faut qu'on décrypte les domaines où Donald Trump a le soutien des Américains, y compris des démocrates, même s'ils le disent pas, et là où il n'a pas le soutien. Il y a des histoires derrière ces droits de douane. Lorsque Donald Trump maintient les droits de douane sur l'automobile, son histoire c'est « il faut réindustrialiser l'Amérique. Je mets des droits de douane à la frontière pour obliger les usines à s'installer chez nous ». Je dis pas que ça va fonctionner, mais ça, il a une histoire là-dessus. Sur la Chine, c'est « il faut contrer un adversaire existentiel des États-Unis ». Sur ces deux sujets, il y a un consensus bipartisan aux États-Unis et les sondages montrent qu'il est compris des Américains. Et les marchés sont moins fébriles. En revanche, taper sur les biens de consommation courante, les partenaires traditionnels des États-Unis, l'Europe, le Canada et pourquoi pas menacer d'envahir le Groenland, là, il a absolument pas de mandat. Et c'est là-dessus qu'il a reculé, sur cette partie-là de son agenda de protectionnisme, parce que là, ça peut partir très vite, pardonnez-moi l'expression, en vrille, parce que les marchés savent que Donald Trump n'a pas le soutien de la population. Mais vous dites effectivement qu'il a été compris de certains Américains. Qu'est-ce qu'il en est des milieux d'affaires? Qu'est-ce qu'ils espèrent encore de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il reste même de sa politique économique au sens large? L'idée de droits de douane à très grande échelle, c'était aussi de financer les baisses d'impôts et c'était aussi d'obliger au fond les industries extérieures à s'installer aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui reste de ça ce soir? Alors j'espère qu'il reste le fait que le grand déni sur le fait que Donald Trump peut être saucissonné et en quelque sorte les milieux d'affaires peuvent piocher dans le discours de Donald Trump ce qui les arrange. J'espère que ce grand déni se dissipe. Les milieux d'affaires attendent toujours et principalement deux choses de Donald Trump, et c'est pour ça que jusqu'à présent ils étaient très discrets. D'une part, un mouvement massif de baisse d'impôts sur les entreprises, mais aussi sur les personnes les plus fortunées. Et deuxièmement, un démantèlement de l'État fédéral dans ses fonctions de régulation. Et donc c'est pour ça que les milieux d'affaires n'ont pas basculé dans une opposition générale. Ils restent encore très favorables à l'ensemble de l'agenda économique de Donald Trump, même si sur la partie tarifaire, ils se sont exprimés récemment. Deux choses, Renaud Lassus. D'abord, et je ne veux pas empiéter sur Franck Madvon qui va pas tarder à arriver dans sa chronique, mais 145% donc de droits de douane toujours sur la Chine, sachant que la Chine est aussi le plus grand créancier des États-Unis. Donc ils tiennent également la dette. Est-ce que ça veut dire que là encore, il sera de toute façon obligé de descendre, obligé de reculer, il appellera ça comme il voudra, mais est-ce qu'il ne sera pas obligé de toute façon de revenir à quelque chose de plus raisonnable? Alors, cette histoire sur les tensions sur les taux obligataires fait l'objet d'analyses en urgence aujourd'hui aux États-Unis. Qu'est-ce que ça cache? Et évidemment, les Américains se disent, est-ce que ça serait pas certains États, en particulier les Chinois, qui se seraient délestés des obligations d'État dont ils disposaient pour faire baisser, pour mettre cette pression sur la dette américaine. Donc tout le monde est en train de regarder. Cette histoire a pris le Trésor américain par complète surprise. Mais si vous me le permettez, j'irai dans une histoire qui n'est pas celle de, en quelque sorte, que Donald Trump est désormais contraint. Je reviens sur cette histoire du déni. Il y a eu un gigantesque déni dans les milieux d'affaires américains, mais aussi chez les nôtres, sur le fait que Donald Trump n'allait pas prendre de droits de douane. Mais ce déni, il est également très présent dans des zones qui ne sont pas identifiées encore complètement. Et je voudrais en dire un mot. Ce que Donald Trump fait sur les tarifs chinois, les exportations chinoises qui n'iront plus vers les États-Unis, elles vont bien aller quelque part. Et elles iront en particulier sur le marché européen. Est-ce que l'Europe est prête? Je ne suis pas sûr. Et deuxièmement, beaucoup de patrons français ont dit et pensent toujours que dès lors qu'ils produisent aux États-Unis, qu'ils sont américains aux États-Unis, en Amérique, ils sont protégés.
puisqu'il n'exporte pas. Je pense qu'il y a là une grave erreur, parce que ce qui caractérise Donald Trump, c'est l'autoritarisme extrême plus l'idéologie. Et il menace aujourd'hui les universités, les fondations, vous le savez. Il menace aussi des patrons américains. Et dans son mandat, il menacera aussi des patrons français. Et cette histoire, elle n'est pas bien appréciée. Donc, se focaliser uniquement sur le risque commercial à la frontière néglige les risques qui vont se développer pour nos entreprises aux États-Unis eux-mêmes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a perdu la tech ? On a entendu la colère de Musk, on a entendu celle de Bill Ackman aussi, qui avait prédit l'hiver nucléaire économique. On imagine qu'ils ont pesé de leur poids. Est-ce qu'il a perdu la tech ? Écoutez, là, je serai prudent. Le juge de paix sera peut-être à notre détriment. L'Union européenne va possiblement décider des mesures de régulation à l'égard de Facebook et de X sur la base de textes qui ont été votés il y a quelques temps. Attendons de voir si ces entreprises sont capables de dire à Donald Trump de nous frapper, de nous punir, parce que nous exercerions de façon légitime nos compétences législatives. Ça sera en quelque sorte le test. Si nous sommes frappés, ça montrera que la tech américaine reste extrêmement puissante. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, vous nous parliez tout à l'heure, Renaud Lassus, du fait qu'il avait pu réveiller une forme de contre-pouvoir avec cette histoire de droits de douane, Donald Trump. Si on regarde un peu ces 3 derniers mois, on voit donc que la politique économique, c'est compliqué. On voit qu'en termes de politique intérieure, les élections du juge dans le Wisconsin, par exemple, ont tourné à l'avantage des démocrates. On voit que la paix en Ukraine, ça se passe pas exactement comme il le veut, et d'ailleurs en partie à cause de la Russie, il a fini par s'en rendre compte lui-même. Donc est-ce que c'est pas aussi toute la sphère et tout l'écosystème Trump qui est quand même sacrément ébranlé aujourd'hui ? Je pense qu'il faut voir la société américaine. La démocratie américaine, ça se passe pas à Washington DC, ça se passe dans les mobilisations de la société civile. Ça a toujours été comme ça. Alors peut-être qu'on peut avoir un biais cognitif, nous Européens, de voir que les bonnes nouvelles, mais il se passe plein de choses, il y a plein d'histoires. Une mobilisation dans l'État de New York pour que 3 enfants qui ont été raflés dans une école, enfin ils n'étaient pas dans une école, soient libérés. Le gouverneur de l'Oklahoma, qui est un républicain, die-hard Republican comme on dit, qui s'oppose au superintendant qui veut faire des listes d'enfants illégaux dans les écoles. On voit des histoires comme ça tous les jours. Ces compagnies d'avocats qui décident de ne pas se soumettre au diktat de Donald Trump. Et donc ce sont ces petites histoires qu'il faut voir pour voir si elles sont capables de monter, de s'organiser, de se coaliser. Et ça fait que 2 mois et demi. Et la démocratie américaine, en général, elle est résiliente par le bas. Une toute dernière chose très rapidement, parce qu'on a fini hélas. Au passage, est-ce que c'est nous qui focalisons là-dessus ? Est-ce que ça existe aux États-Unis ? Est-ce que ça a un sens, l'accusation de manipulation des marchés, donc de déni d'initié ? Ça tient, ça, ou pas du tout ? Je pense que Donald Trump avance par empirisme, par bricolage, par impulsion. Et de fait, effectivement, sa communication peut laisser à penser qu'il avait ouvert un espace pour quelque chose qui allait arriver. Je pense que quand on regarde la façon dont ça s'est passé avant-hier, hier et aujourd'hui, il a fait un revirement comme ça. Et le message sur lequel les marchés allaient être the best ever in the world, il l'a répété plusieurs fois. Je ne serais pas de ceux qui diraient qu'il y a eu en quelque sorte une conspiration sur les taux. C'est juste un empirisme de dernier moment avec aussi une certaine panique. C'est ça qui explique l'histoire des 2 derniers jours. Mais encore une fois, il n'est revenu que sur une partie de ses droits de douane. Renaud Lassus, vous êtes l'ancien chef du service économique de l'ambassade de France et vous êtes un contributeur régulier pour la revue Grand Continent. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite ce soir, elle est du côté de Jénine, dans l'un de ces camps palestiniens vidés, justement occupés aujourd'hui par des Israéliens. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h par ordre d'apparition, il y a d'abord Christelle Rebière sous les radars. Je vous emmènerai au Japon où le plus grand groupe de Yakuza cesse les règlements de compte internes. Franck Madvon, Le Monde à 18h50. Bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Droit de douane toujours. On verra que la Chine ne compte pas mettre le genou à terre. Et Stéphane Jourdain, la tech, la première. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Des faux journaux de RFI avec des voix clonées grâce à l'intelligence artificielle pullulent en République démocratique du Congo et vous allez voir que c'est de plus en plus crédible. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par l'Allemagne avec sa communauté turque. Voici Deryalil, l'île d'Imar et Groupe Kinchek. Et je suis désolé vraiment. Cool Hand, c'est le titre.
Le reportage d'un jour dans le monde est à Jenin ce soir ou pas loin. Il commence avec cette phrase. Jamais depuis le début de l'occupation en 67, autant de Palestiniens n'avaient été déplacés de force. C'est un constat de l'ONU et de son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, près de 3 mois après le début de l'opération Mur d'acier, lancée le 21 janvier par l'armée israélienne en Cisjordanie. Les camps de réfugiés de Nour Shams, de Tulkarem et de Jenin ont été vidés et sont désormais occupés par des soldats. C'est là, à proximité du camp de Jenin, que nous allons, et le reste c'est Thibault Lefebvre qui raconte. Ils ont été chassés du camp fin janvier et vivent depuis sous la surveillance des drones israéliens à seulement une centaine de mètres d'une entrée désormais entravée par un monticule de terre. De leur nouvelle maison, Jamal Abou Saïeh et sa famille observent de très près les mouvements des troupes israéliennes. Le camp de réfugiés est là, à environ 400 mètres. Sa limite est au niveau de la mosquée que vous voyez là-bas. Et la rue que vous apercevez un peu plus loin, juste au-dessus, ce sont les positions de l'armée israélienne. C'est un endroit en hauteur et c'est désormais une base militaire. Ça veut dire que là, vous êtes à portée de sniper? Oui, tout à fait. Comme Jamal, ils sont plus de 20 000 selon les autorités locales à avoir été déplacés de force du camp de Jenin et de ses alentours. L'homme, tout juste retraité, a hérité du statut de réfugié de ses parents obtenu en 1949 après leur expulsion de ce qui était avant la création d'Israël, la Palestine mandataire. Plus qu'un territoire, une maison et des amis, c'est donc une identité qu'il ne veut pas perdre. Je ne quitterai le camp pour rien au monde, et s'il le faut, même si tout est détruit, je planterai une tente sur les décombres de ma maison. De toute façon, toute notre vie, nous avons été en danger. Il n'y a rien de nouveau. Malgré la menace permanente des snipers israéliens, Riab, l'épouse de Jamal, est discrètement rentrée dans le camp pour prendre en photo ce qu'il reste de sa maison. C'était le mois dernier. Elle fait défiler sur l'écran de son téléphone les images d'un amas de débris. C'est ma maison. Là, vous voyez le salon, le lit, la cuisine, le balcon. Et puis tout autour, il y a mes vêtements. Regardez ici, c'est mon frigidaire et mon congélateur. Je suis rentrée dans le camp en passant par les ruelles près de l'hôpital. J'étais complètement déprimée parce que j'ai perdu ma maison et celle de mes enfants. Je me suis dit, s'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent, j'en ai rien à faire. Quand ils ont commencé à tirer à balles réelles, je suis partie. Je veux mourir dans le camp. C'est une expérience que vous partagez avec les déplacés de Gaza? On est pratiquement comme à Gaza. Quelle est la différence ? Ils détruisent tout, tuent des gens et les habitants sont déplacés. Riab raconte avoir vu des centaines de maisons et d'immeubles détruits, des espaces en cours de terrassement et des routes d'une douzaine de mètres de large aménagées pour permettre le passage des véhicules de l'armée. Une reconfiguration du camp de réfugiés que confirme le maire de la ville, Mohamed Jarrar. Il s'est entretenu récemment au téléphone avec les autorités israéliennes. Lors de cet appel, les Israéliens nous ont demandé que les habitants retrouvent une vie normale, que les gens reprennent leurs habitudes malgré les déplacements. Ils ont exigé que les nouvelles routes soient pavées. Et ils veulent que le camp de réfugiés soit englobé dans la ville de Jenin. Et que la municipalité en fasse un quartier comme un autre. En d'autres termes, totalement démanteler le camp et contribuer encore un peu plus à effacer le statut de réfugié des Palestiniens de Jenin pour asseoir la souveraineté israélienne sur ce territoire. Des opérations similaires ont lieu depuis fin janvier dans les camps de réfugiés de Tulkarem et de Nour Shams, toujours en Cisjordanie occupée. Thibault Lefebvre pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rabière. Et nous
nous partons d'abord au Japon, chez le plus grand groupe de Yakuza. Yamaguchi Gumi, du nom de son créateur, une institution criminelle qui a pignon sur rue depuis 1915. Eh bien, certains de ses membres se sont rendus au commissariat de Hyogo, dans le centre du pays, annoncer que le groupe met fin à ses querelles internes. En fait, rien ne va plus depuis 10 ans. Le mouvement s'est scindé en 3 et entre attaque et vengeance, il y a eu beaucoup de morts, sans compter que c'est bon ni pour l'image ni pour le business. Les enquêteurs demeurent quand même sceptiques. Ils redoutent que cette déclaration soit unilatérale. Les Yakuza occupent depuis longtemps une zone grise dans la société japonaise. Leur existence n'est pas illégale et la police sait très bien où se trouve leur quartier général. Peu à peu, leurs activités se sont diversifiées. Le jeu, la drogue, la prostitution, mais aussi désormais des investissements immobiliers, la construction ou encore le recyclage. Ils sont présents jusque dans la manipulation des marchés boursiers. Mais ils sont en perte de vitesse. Près de 19 000 personnes seulement appartenaient à la mafia l'an dernier. Un chiffre qui n'a jamais été aussi bas, notamment, paraît-il, à cause d'une répression plus stricte. Nous sommes au Gabon, en pleine campagne présidentielle. Et le général Brice Oligui Nguema chante en meeting. Il a posé son uniforme de militaire pour mener une campagne éclair. 15 jours seulement, les Gabonais votent samedi. Et pour la première fois, la dynastie Bongo est hors course dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. Ali Bongo, le fils, avait été chassé du pouvoir en 2023 après l'annonce de sa victoire à un 3e mandat, chassé justement par le général Oligui. Un putsch sans effusion de sang. Oligui avait promis de rendre le pouvoir aux civils après la transition, mais il a décidé finalement de se porter candidat, d'autant que le tout nouveau code électoral voté en début d'année autorise comme par hasard les militaires à se présenter. Et il est partout, sur d'immenses affiches à Libreville, sur des goodies, t-shirts, pagnes à son effigie. Il danse, il chante, il chauffe le public. Son principal adversaire, Alain-Claude Billy-Bizet, fait lui du porte-à-porte dans les quartiers populaires et dénonce une dictature en marche. Oligui, lui, se prévoit une victoire historique. Et puis nous sommes en plein match de basket en Espagne à Saragosse. Qui a failli finir en match de boxe. Quart de finale de l'Euroleague féminine hier soir entre les basketteuses de Bourges et les Turcs de Mersin. L'arbitre siffle une faute technique contre l'entraîneur turc à la 15e minute. Et là, le président du club turc, Serdar Çevirgen, bondit sur le parquet. On se pousse, on s'invective. Match interrompu. Le public espagnol se met à crier dehors, dehors. Le président de Mersin tente de s'introduire dans la tribune officielle avant d'être expulsé par la Guardia Civile. Il était tellement hors de lui qu'il a fallu 6 policiers pour le ceinturer et il est parti avec les menottes. À part ça, les Françaises de Bourges ont perdu et sont éliminées de la compétition. Et ben voilà. Et pour ce soir, on dit allez Paris, ça fait plaisir au chef, donc on ne sait jamais. Voilà, ça peut servir. Christelle, vous partez en passant par le Royal Albert Hall à Londres où Cat Power a entièrement recréé le concert de Dylan en 66. Le morceau c'est She Belongs to Me. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she
speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Cat Power et sa version magnifique de She Belongs to Me de Bob Dylan sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvon. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, depuis hier, la guerre commerciale est d'abord un duel entre les États-Unis et la Chine. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi Pékin, qui fourbit ses armes, ne capitulera pas face aux droits de douane de Trump. Les États-Unis maintiennent des droits à 10% pour le monde entier, un répit de 90 jours. Le monde entier, sauf la Chine, taxée à 145% par Washington. De son côté, Pékin taxe les importations américaines à 84%. Ces taux sont si élevés qu'il n'y aura presque plus d'échanges commerciaux entre les deux pays qui se préparent au découplage de leurs économies à moins qu'un accord puisse être signé. Alors quel est l'objectif de Trump ? Le président américain et ses conseillers estiment que la Chine, l'usine du globe, est la grande gagnante de la mondialisation au détriment des États-Unis. Il faut donc la frapper là où ça fait mal, les exportations, pour remettre en cause ce modèle commercial international et imposer à Pékin des concessions. Mais la Chine ne veut pas donner l'impression de céder. C'est un enjeu existentiel pour le président Xi Jinping. Ne pas dévoiler de faiblesse, ne pas perdre la face. Les dirigeants chinois maîtrisent leur discours mais tiennent des propos fermes. Ils accusent les États-Unis de chantage, promettent de se battre jusqu'au bout. Pékin se rapproche de ses partenaires en Asie et se tourne vers le reste du monde, en particulier vers l'Europe. L'objectif est de ne pas passer pour le vilain de l'histoire, rôle que lui attribue l'administration Trump. Non, la Chine se veut un allié fiable qui tient ses engagements sur le long terme. Faites-nous confiance, les États-Unis, eux, sont imprévisibles. Ils déstabilisent l'ordre mondial. Voilà le message. Et la Chine a des armes en main pour riposter. Oui, les droits de douane ne sont pas le seul instrument. La Chine met l'accent sur la guerre technologique. Elle vise donc les entreprises américaines du secteur en premier lieu. Pékin peut par exemple durcir le contrôle des exportations de matériaux vers des sociétés très dépendantes des productions chinoises. La Chine vient par ailleurs d'ajouter à sa liste noire 12 entreprises américaines qui ne pourront plus du tout s'approvisionner dans le pays. Elle peut mener des enquêtes pour sanctionner des groupes installés en Chine. Elle a même annoncé aujourd'hui une baisse du nombre de films américains diffusés sur son territoire. Et puis il y a les armes financières de destruction massive, la dévaluation du yuan ou la vente de bons du trésor américain. La Chine en détient 750 milliards de dollars, une vente massive de ces bons, de ces obligations d'État, qui s'est d'ailleurs en partie produite hier, pourrait provoquer une crise de la dette américaine. On n'en est pas là. Ces armes sont dangereuses pour la Chine elle-même, mais elles sont la preuve que les États-Unis sont vulnérables. Mais alors cela dit, la Chine souffre aussi de cette guerre commerciale. Bien sûr, Fabienne, c'est la première victime de la hausse drastique des droits de douane du fait de son excédent commercial avec les États-Unis, près de 300 milliards de dollars. La Chine pourrait donc être tentée par des négociations avec l'administration Trump. Elle se dit ouverte aux discussions et appelle au compromis, mais Xi Jinping, on le répète, n'acceptera pas des pourparlers sous la contrainte. Pas question de rencontrer Trump dans une telle période de tension. Un discours du président chinois de 2018 ressort ces jours-ci sur les réseaux sociaux. L'économie chinoise est un océan, dit-il. Les orages peuvent retourner un étang, mais pas un océan. Merci beaucoup. Franck Madvon, le jeudi, on plonge dans le monde merveilleux du numérique et de l'IA, la tech la première, avec Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et cette semaine, Stéphane, on s'intéresse à nos cousins d'RFI, Radio France Internationale, de plus en plus souvent victimes de deepfakes, faux journaux, faux reportages réalisés avec l'intelligence artificielle. Et le dernier en date cible la République démocratique du Congo, où il a été viral. Oui, la RDC, où la situation est très tendue dans l'est du pays, entre les forces armées congolaises et les forces rebelles soutenues par le Rwanda. Depuis quelques semaines, le Qatar tente d'organiser des pourparlers de paix directs entre les deux parties, sans succès pour l'instant.
Voilà pour le contexte. Depuis quelques jours, un faux journal de RFI veut nous faire croire que les forces rebelles ont déposé les armes. Ce serait donc la fin d'un conflit qui dure depuis des années. Donc information essentielle, mais information inventée de toutes pièces. Et oui, car pour faire ce faux journal, plusieurs voix ont été clonées grâce à l'intelligence artificielle, celle d'un vrai présentateur de RFI à Paris, Arthur Ponchelet, celle du vrai chef des rebelles, Corneille Nangaa, et celle d'une vraie journaliste de France 24 censée intervenir dans le journal, Aurélie Bazara. Du travail de précision donc, on écoute le résultat, ça commence avec le lancement du journaliste de RFI. Dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelio a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo. Il a présenté des excuses publiques au peuple congolais, s'est désolidarisé du Le fake se poursuit avec les faux regrets du chef rebelle, plus vrai que nature. Congolaises et Congolais, trop chers compatriotes, moi Corneille Nangaa Yobelio me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. Consumé par le remords. Et pour finir, la fausse analyse de la correspondante de France 24 sur place. Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction. Peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de Corneille Nangaa. Aujourd'hui, il déclare avoir fait une erreur tragique et demande pardon au peuple congolais. Alors on entend ça Stéphane, c'est quand même assez réaliste. Oui, et c'est ce qui frappe la journaliste dont la voix a été clonée, la dernière qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, vous allez l'entendre, là c'est sa vraie voix et c'est marquant, elle est très ressemblante. Voilà, c'est un fake très bien fait. La voix a été parfaitement clonée. Il y a mes tics de langage, il y a ma diction, il y a même ma façon d'écrire qui prête vraiment à confusion. Il y a même des personnes qui me sont assez proches qui m'ont appelé pour me demander si c'était réel en fait. Donc ça veut dire que c'est assez réaliste. Un fake très bien fait, très réaliste, qui a beaucoup circulé en RDC, aussi bien dans l'élite que dans le reste de la population. Il y a des centaines de personnes qui m'ont transféré cet extrait vidéo pour me demander si c'était un fake. Et ce qui est surprenant, et c'est là où on voit qu'il était très bien fait, c'est que ce sont des personnes qui ont une aptitude à déceler des fakes. Ce sont des avocats, des chercheurs, des officiels. Donc c'était assez surprenant. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont moins connectées, qui l'ont quand même reçu, comme des habitantes à Goma avec qui j'avais fait des reportages, qui ont pris pour argent comptant ce fake et qui me demandaient si elles pouvaient reprendre leurs activités, s'il y avait vraiment de la sécurité. Donc elles n'ont pas décelé que c'était une fausse information. Ce fake a fait 100 000 vues en quelques jours sur YouTube, mais c'est surtout sur les boucles WhatsApp, là où il est beaucoup plus difficile de bloquer sa diffusion, qu'il a beaucoup circulé. Et alors Stéphane, en RDC ou ailleurs en Afrique, RFI est de plus en plus la cible de ces fakes. Oui, et c'est une voix familière de ce 18-20 qui nous le dit, Jean-Marc Four, directeur de RFI. C'est un peu tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que ça arrive. En réalité, il y en a de plus en plus, ça ne cesse de se dégrader. Et la difficulté, c'est que plus ça va, plus les semaines passent et plus le deepfake est maîtrisé. Donc il y a encore quelques mois, c'était extrêmement grossier. Plus les semaines passent et plus il ressemble à l'original. Là, on parle de celui-là, mais il y en a eu plein d'autres ces dernières semaines. Il y a quelques semaines, il y avait un faux audio sur prétendument un article de RFI au sujet du rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances au Sénégal. Bon, c'est pareil, c'était un faux. On en a peu parlé en France, mais au Sénégal, ça a beaucoup fait parler, à tel point que moi, j'ai dû faire une interview dans la presse sénégalaise pour dire que c'était un faux. En fait, RFI, média statutaire en Afrique, a toujours été victime de fake, bien avant l'IA, comme le rappelle Paulina Zidi, correspondante en RDC. Alors, c'était les réseaux sociaux, mais avant, c'était même des enregistrements que les gens s'envoyaient. On a toujours été victime de ça, parce qu'on a toujours été considéré comme une information fiable dans un milieu journalistique qui l'est pas toujours. Et que, en gros, quand RFI le dit, c'est vrai. Donc, quand on veut faire passer une fausse info pour quelque chose de vrai, on va mettre le tampon RFI dessus. Mais avec l'IA, les choses s'accélèrent et maintenant, ces fakes font partie du quotidien des correspondants de RFI. À plusieurs reprises ces derniers mois, la correspondante en RDC a même dû prévenir les autorités que des fausses infos siglées RFI étaient en train de devenir virales. C'est toujours mieux de prendre des précautions. L'intérêt de prévenir les sources, c'est pas qu'ils pensent que c'est vrai parce que normalement ils monitorent nos antennes.
Mais c'est juste d'éviter d'en arriver à un moment où d'autres gens proches du pouvoir, mais qui eux ne sont pas avec ces monitorings, commencent à s'agacer contre nous, alors que pour le coup, on n'est pas responsable de ça. Alors il reste une question, Stéphane, à qui profite le crime ? Sur ce cas de la RDC, on ne le sait pas, mais d'une façon générale, la provenance de ces fakes ne fait pas trop de doute, explique Jean-Marc Four. Ces derniers mois, l'origine est très souvent russe. Très souvent, on va finir par atterrir sur un point RU. La désinformation d'origine russe est très présente sur le continent africain, très 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 présente, et encore plus de façon localisée, pays par pays. Et ça marche ? Dans certains cas, oui, je pense que ça marche. Pour se prémunir de ces fakes, rappelons les conseils usuels, plébisciter les sites web, les réseaux sociaux des médias installés, surtout quand cette info est spectaculaire, Fabienne. Merci beaucoup, on embrasse Jean-Marc Four au passage. Stéphane Jourdain, vous reviendrez la semaine prochaine.